Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Gontougo vibre au rythme de l'Adaye Kessié, le festival culturel en Pays Bron. Le Premier ministre Patrick Kachi est présent à cette 6e édition placée sous le sceau de la cohésion sociale. À Tabagne, ce samedi, il a réaffirmé l'engagement de l'État à promouvoir et à préserver ses valeurs culturelles. 11 nouveaux ambassadeurs ivoiriens nommés par le chef de l'État vont regagner leur poste. Avant leur départ, ils ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, au nom du président de la République, les a invités à travailler dans la continuité du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le 26e salon du chocolat de Paris, draine du monde de la Côte d'Ivoire, était hier sur le podium Cacao Show, le premier pays producteur de fèves de cacao avec plus de 40% de part de la production mondiale, veut relever le défi de la transformation. Objectif atteindre 60% de la transformation à l'horizon 2030. La tension est toujours vive au Soudan depuis le coup d'État. Des centaines de milliers de manifestants ont défilé ce samedi dans les rues de Khartoum et dans plus de 70 autres villes. Ils réclament le rétablissement d'un gouvernement dirigé par des civils. Soyez les bienvenus sur RTI1. Clap de fin de la 27e édition du FESPACO. Les porteurs du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se sont refermés samedi dernier après une semaine d'intenses activités. Plus de 200 films sélectionnés, dont 15 longs métrages. La Côte d'Ivoire était en lice. Le palmarès est connu. La Somalie avec Ahmed Kada rafle les talons d'or du Yenega avec le film La femme du fossoyeur. Qui sont donc les autres lauréats? Que retenir de la participation ivoirienne? Notre invité de la page culture, Diomandé Lisson Fall Johnson, directrice du cinéma, nous répondra. Bonsoir, Madame Lisson. J'aime bien ce nom. Bonsoir, Marie-Laure. Que je vous appelle ainsi, Madame Lisson. Pas de souci. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire était au rendez-vous du cinéma africain à Ouagadougou avec 9 films. Et on visait un 3e étalon d'or, mais on dira hélas, malheureusement. Alors, comment avez-vous accueilli la nouvelle en votre qualité de directrice du cinéma de notre pays? Vous savez, il ne faut pas voir seulement le FESPACO en tant qu'étalon qu'on devait gagner. Il y a des enjeux. Nous avons rempli notre contrat. Et je pense qu'on y a gagné. On y a gagné parce que, à part les talons, il y a eu des formations, il y a eu des pitchs. Et bon, on ne sort pas perdant, quoi qu'il en soit. C'est une expérience. C'est une expérience. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. On évoquera bien sûr la participation ivoirienne au FESPACO et surtout vos propositions pour la relance du 7e art. À tout à l'heure, Madame Lisson. À tout à l'heure. Vous restez pour le moment avec nous. On va aller pour le Gontougo, où la région vibre au rythme de l'Adaye Kessié, le festival culturel en Pays Bron. Le Premier ministre Patrick Kachi est présent à cette 6e édition placée sous le sceau de la cohésion sociale. À Tabagne, ce matin, il a réaffirmé l'engagement de l'État à promouvoir et à préserver ses valeurs culturelles. Et on y reviendra, bien sûr. Au niveau de la diplomatie également, la Côte d'Ivoire rayonne. 11 nouveaux ambassadeurs ivoiriens nommés par le chef de l'État vont regagner leur poste. Et bien avant leur départ, ils ont été reçus par la ministre d'État, Kandia Camara. Et au nom du président de la République, elle les a tous invités à travailler dans la continuité du rayonnement de notre pays au plan international, nous rapporte Konaté Moussa. Ils sont 11 ambassadeurs nommés par le chef de l'État, prêts à représenter la Côte d'Ivoire dans les pays et institutions internationales. Avant leur départ pour leur poste d'affectation, une séance de travail avec la ministre d'État Kandia Camara. Pouvons-nous, Madame la ministre d'État, assurer le président de la République, ainsi que vous-même, de notre engagement à vous faire honneur en nous montrant à la hauteur de nos nouvelles responsabilités afin d'apporter notre modeste contribution à la réussite des missions que le chef de l'État a bien voulu nous confier. Les 11 nouveaux ambassadeurs reçoivent leur lettre de créance. La ministre d'État Kandia Camara a tenu à rappeler leur contribution au rayonnement du pays. Chacun et chacune d'entre vous devra faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait d'excellentes relations avec le pays ou les pays auprès desquels vous êtes affectés. Son Excellence Alassane Ouattara, il n'accorde pas sa confiance à la légère. C'est parce que vous méritez cette confiance.
c'est parce que lui a confiance en nos capacités de réussir cette mission. Donc je voudrais, en tant que premier responsable de notre département ministériel, souhaiter que chacun et chacune d'entre vous puisse réussir sa mission. Autre activité de la ministre des Affaires étrangères, l'audience avec Ousmane Agrissa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. En fin de mission, après 6 années d'exercice, le diplomate malien est venu faire ses adieux. Il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous partons maintenant pour le Gontougo. La région, vous allez le voir, vibre au rythme de l'Adaye Kessié, le festival culturel en pays bron. Et le Premier ministre Patrick Kachi participe à cette 6e édition et placé sous le sceau de la cohésion sociale. À Tabagne, ce samedi matin, il a réaffirmé l'engagement de l'État ivoirien à promouvoir et à préserver ses valeurs culturelles. Franck Kouadio est depuis la région du Gontougo. Le Premier ministre Patrick Kachi à la 6e édition de l'Adaye Kessié Festival, les pieds et les mains dans la tradition. Nous sommes à Tabagne, Est ivoirien. Cette célébration culturelle se veut porteuse de sens. Vous voyez aujourd'hui l'Adaye Kessié, nous faisons la promotion de la culture ancestrale. Ce n'est pas nous qui avons créé l'Adaye Kessié, nous avons trouvé, ça nous a été légué par nos ancêtres. Donc c'est pour montrer au monde entier que malgré les traités, après, malgré qu'il y ait la gouvernance, nous avons conservé toujours notre culture. Adaye Kessié, pour la fête du roi, chacune des 5 provinces sabront le Foumassa, toujours prêt pour le combat, l'Angomba et la Enifié, sans oublier le Pinango qui assure la protection du royaume, à l'instar de Sparte dans la Grèce antique, et la Kingdom qui clôt la parade des chefs. La pérennité culturelle, de quoi rassurer autorités de tutelle et forces vives. La région du Gontougo est riche de sa diversité culturelle, où plus d'une dizaine de groupes ethniques vivent pacifiquement depuis des décennies. Cette exemplaire mobilisation autour du roi donne de croire que ce rassemblement contribue à valoriser le capital culturel de nos terroirs. Oui, la culture est un levier essentiel pour resserrer les liens entre les filles et les fils de nos régions pour leur permettre de relever ensemble les défis du développement. Des populations fières de leur culture et qui aiment à le démontrer. Au nom de celle-ci, Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État et cadre de la région, salue l'action du chef de l'État en faveur du développement dans le Gontougo, une action qui concerne plusieurs secteurs. Dites merci au président de la République. Je sais qu'il fait beaucoup pour nous. Et l'apothéose, c'est vous-même, monsieur le Premier ministre. Vous étiez venu à l'occasion des élections présidentielles. Vous avez annoncé que le président, après les élections, allait entreprendre des travaux pour réhabiliter la route Agniblekuro-Pondoukou. Aujourd'hui, les machines sont sur la route en train de travailler. Invité spécial et parlant au nom du président de la République, le Premier ministre Patrick Kachi a rappelé l'importance de la promotion des valeurs culturelles au niveau institutionnel. Nos cultures doivent être en tout temps et en tout lieu préservées, renforcées et valorisées. L'adoption en 2014 de la politique culturelle nationale de la Côte d'Ivoire préfigurait cette grande vision avec pour objectif majeur de garantir la sauvegarde du patrimoine culturel national et de professionnaliser le secteur des arts et de la culture. La vision 2030 du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire, fait de l'homme et donc de la culture le pilier central et le cœur de cette grande ambition. Fait culturel majeur, l'Adaye Kessié symbolise un pays bron, la clôture du cycle de la célébration de l'Igname. Il a mobilisé la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, représentant le parrain, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, mais aussi l'Union européenne et la diplomatie française.
Raymond Goudou Kofi vient d'être installé à Dimbokro, chef-lieu de son district, dans ses fonctions de ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie. Les populations ont été invitées à accompagner les ministres-gouverneurs dans leurs actions de développement. Léon Brou. La ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, officiellement dans ses fonctions, à partir de cette installation par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le président du Sénat et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant le Premier ministre Patrick Kachi. Ainsi donc, Raymond Goudou Kofi à l'onction des cadres des régions de Lifou, Nzi et Bélier, comme celle du gouvernement pour coordonner le développement impulsé par les collectivités décentralisées et faire le suivi des grands projets de l'État pour le bien-être des populations. Que l'on retienne que nous devons faire en sorte que les projets du gouvernement, à travers le programme social du gouvernement, le PSGouv 2, et la mise en œuvre du programme national de développement, le PND 2021-2025, impactent réellement sur le district des Lacs. Comme les autres intervenants, les ministres Amédée Kouakou et Kandia Kamara, voire le président du Sénat, sont unanimes. La proximité de Raymond Goudou Kofi avec les populations et ses 10 années d'expérience au gouvernement, qui du reste motive sa nomination par le chef de l'État, constituent ses atouts pour réussir ses missions. Mais faut-il encore la paix, l'union, la cohésion et le soutien des populations? Chers parents, chefs de village, chefs de canton, chefs de communauté, guides religieux, femmes, jeunes, si vous ne la soutenez pas dans la mise en œuvre de ces projets, elle ne réussira pas. Il faut qu'il y ait de l'entente. L'entente entre les fils de cette région. On a besoin de cohésion, on a besoin de paix, on a besoin d'être tous autour du président Alassane Ouattara. Objectif, tirer le meilleur profit de la dynamique impulsée par le président Alassane Ouattara, raison de la multiplication des organes de développement local à travers la création des districts autonomes et la nomination en juin dernier de 12 ministres-gouverneurs, dont Raymond Goudou Kofi, la seule femme. Et quel est l'état d'avancement des actions de développement dans la région du Tchologo? Qu'est-ce qui reste à faire? Ces questions étaient justement au centre de la 3e session du Conseil régional qui vient de se dérouler à Kong. Le président du Conseil régional, Téné Birahima Ouattara, a par ailleurs fait des dons aux populations, ambulances, kits scolaires et des équipements sportifs. Kadès Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ou lycée Dominique Ouattara de Kong, c'est le foyer de ce lycée qui sert de cadre à la 3e session du Conseil régional du Tchologo, dont il est le président. Après Wangolo Dougou et Fekese Dougou, les populations de Kong s'honorent de recevoir cette session tournante. Monsieur le ministre d'État, à vous et à l'ensemble du Conseil régional, merci hier, merci aujourd'hui, merci demain et merci toujours. Grâce à vous, la ville de Kong, à l'instar de toutes les villes du Tchologo, est dans une dynamique de développement continu avec la construction d'ouvrages et d'édifices qui donnent plus de commodité et d'animation dans le quotidien de nos populations. Très vite, divers points sont abordés, notamment les infrastructures sociales. Écoles, centres de santé, eau potable, électrification, routes, emploi jeunes, autonomisation des femmes. Les choses vont dans le bon sens. La région du Tchologo continue sa marche vers le développement. Belle illustration, 2 ambulances pour les centres de santé de Korohuita et de Bilimono. Des kits scolaires pour les élèves de Kong et des équipements sportifs pour la jeunesse. Nous essayons dans la mesure du possible de mettre à la disposition des départements que nous visitons quelques moyens pour leur permettre de satisfaire aux besoins des populations. Nous avons donc beaucoup de défis à relever parce que le défi du sous-développement est un défi important. Et nous pensons qu'avec le soutien de Monsieur le Président de la République, nous arriverons à satisfaire au maximum nos parents. À cette 3e session, le budget 2022 du Conseil régional du Tchologo a été présenté. Il s'élève à 8 708 99 000 francs CFA. Il permettra de maintenir le cap.
Et plus loin, le 26e salon du chocolat de Paris draine du monde. La Côte d'Ivoire était hier sur le podium Cacao Show, le premier pays producteur de fèves de cacao avec plus de 40% de part de la production mondiale veut relever le défi de la transformation. L'objectif du pays est d'atteindre 60% de la transformation à l'horizon 2030. Walter Madou Ouattara est notre envoyé spécial à Paris. Deuxième jour du salon du chocolat de Paris. La Côte d'Ivoire est sur le podium Cacao Show. L'opportunité de broyage dans les pays producteurs, c'est le sujet principal abordé par Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. Son exposé démontre les avantages de la politique de soutien à la transformation locale du cacao. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une victoire pour les pays producteurs car depuis que nous participons à ce salon, c'est la première fois que les producteurs arrivent à s'exprimer sur leurs préoccupations. Il fallait amener le débat au grand public pour que les consommateurs sachent que sur 100 milliards de dollars que génère la filière du cacao de façon mondiale, il n'y a que 3% qui reviennent à nous pays producteurs. Sur ce même podium, d'autres acteurs ivoiriens très applaudis. Qu'ils soient planteurs ou chocolatiers, leur vœu reste le même. C'est de voir leurs revenus s'accroître. Ils nous ont donné la possibilité de parler à tous ces consommateurs européens pour qu'ils prennent conscience qu'acheter le cacao à 1 € et des broutilles, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Mon passage sur ce plateau montre que les producteurs ont une importance dans la vie de la chocolaterie dans ce monde entier. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France ne manque pas d'afficher l'ambition du président de la République, Alassane Ouattara. Une ambition qui vise à permettre, selon lui, aux planteurs et aux artisans chocolatiers de mieux tirer profit de leur labeur. En 2010, on était à environ 15 à 20% de taux de transformation. Aujourd'hui, avec la politique mise en place par le président Alassane Ouattara, nous sommes environ 40% de taux de transformation. L'ambition affichée par la Côte d'Ivoire, par le président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire soit à plus de 60% de transformation de sa production nationale. Ceci pour créer de la valeur ajoutée. À ce 26e salon du chocolat et du cacao, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur du monde de fèves de cacao, avec 40% de production, intéresse visiblement de nombreux visiteurs. Voilà, 60% donc de la transformation à l'horizon 2030. Une ambition affichée et une ambition réalisable. Après 48 heures d'échanges entre acteurs du privé de Côte d'Ivoire et ceux venus d'ailleurs en Afrique, les participants à la 9e édition de la CGCI Academy ont levé l'encre. Des discussions et échanges fructueux et intéressants selon les participants, et il est ressorti une volonté pour les chefs d'entreprise à plus d'engagement pour faire des entreprises africaines des modèles de résilience et d'efficience, nous rapporte Noël Gagnon. Rideau sur la 9e édition de la CGCI Academy. 23 sessions sur 2 jours pour passer au crible tous les aspects de la résilience avec des intervenants de haut niveau doublés d'une expertise avérée. Nous parlions d'un sujet qui est au niveau mondial, qui est transversal. Tous les pays sont concernés, que ce soit la crise financière, les crises climatiques, les crises sécuritaires, les crises sanitaires. On a essayé de trouver partout dans le monde des spécialistes pour en parler, avec évidemment des spécialistes locaux, parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'on décline des solutions qui soient capables d'être mises en œuvre localement. Le constat à l'arrivée, les résultats sont à la hauteur des attentes. Les discussions et échanges qui se sont déroulés ont été particulièrement fructueux et intéressants, montrant à la fois ce qui a été déjà fait et ce qu'il reste à faire pour booster nos entreprises et les aider à franchir de nouveaux paliers. Pour ce nouveau palier, le gouvernement se dispose à accompagner les privés. Je retiens en particulier de ces discussions qu'il est nécessaire, d'une part, d'améliorer nos capacités d'anticipation et d'autre part, de renforcer la conduite du changement afin de développer nos capacités d'adaptation et de flexibilité. Comme à l'accoutumée, l'État accordera la plus grande attention à l'ensemble des propositions qui ont été formulées. Les résolutions de cette édition sont au nombre de 10 et portent entre autres
sur la sensibilisation des entreprises sur les enjeux de la révolution numérique, le renforcement des dispositions sanitaires, l'accroissement de l'offre énergétique, enfin l'adoption d'une stratégie régionale de développement des chaînes de valeur agricoles. Abidjan abrite la 16e réunion des comités consultatifs des régulateurs et des opérateurs du secteur de l'électricité de l'espace CEDEAO. La rencontre porte essentiellement sur la mise en œuvre prochaine du marché régional de l'électricité, mécanisme qui vise à interconnecter les pays de la zone et à leur permettre de commercialiser entre eux l'électricité dès l'année prochaine. Mama Traoré. Le marché régional de l'électricité, quand le concept de l'intégration économique fait corps avec le secteur de l'énergie. Ça veut dire que sur le plan électrique, d'un point à l'autre de notre sous-région, vous pouvez vendre ou acheter de l'énergie électrique. Il suffit tout simplement que celui qui achète s'entende avec celui qui vend et nous aurons les infrastructures pour transporter cette énergie-là du point de vente au point de consommation. Lancé en 2018 au Bénin, ce projet phare prend forme avec la réalisation par chaque pays d'ouvrages d'interconnexion. Au jour d'aujourd'hui, cette première partie de la mission qui est l'interconnexion des pays est en train d'être achevée. En ce sens que l'année prochaine, nous pourrons réaliser l'interconnexion des 14 pays continentaux de la région. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les avancées sont notables. Depuis cette année 2021, il y a donc l'interconnexion qui a été faite avec le Libéria, avec le Ghana, avec la Sierra Leone. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est interconnectée avec tous les pays autour. L'opérationnalisation du marché régional de l'électricité est prévue pour 2022, mais avant, les opérateurs et les régulateurs planchent à Abidjan sur le cadre législatif et tarifaire. Nous ne prenons jamais de décision sans consulter les partenaires. Nous les appelons donc à travers cette réunion-là pour leur présenter les documents que nous nous apprêtons à adopter, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, on recueille leurs avis et c'est en tenant compte de leurs avis que la REC prend les décisions. Les réflexions en cours vont permettre de fournir aux populations de l'espace CEDEAO une électricité propre, abordable et de qualité. Et la Côte d'Ivoire au travail reste mobilisée contre le coronavirus. Ce samedi 30 octobre, on dénombre en Côte d'Ivoire 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 2986 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 24 nouvelles guérisons et 3 décès enregistrés. Malheureusement, et ce jour, faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres en observant scrupuleusement les gestes barrières. Ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. La lutte contre le coronavirus est au cœur du sommet du G20 ouvert à Rome, en Italie, ce samedi. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres vont aussi évoquer la relance de l'économie mondiale. Des rendez-vous en tête-à-tête ou multilatéraux sont nombreux, d'autant que les dirigeants profitent de leur retour en présentiel dans une grande réunion internationale pour la première fois depuis le début de la pandémie pour multiplier les rencontres en petits comités. Transformer les ordures en or, c'est possible et c'est bien sûr l'objectif des assises de l'économie circulaire initiées par le district autonome d'Abidjan, soutenu par la région d'Île-de-France. La rencontre se tient dans la capitale économique ivoirienne. Pouvoir public, opérateurs économiques, start-up, chercheurs et les collectivités territoriales s'instruisent sur le déploiement de l'économie circulaire. Longsene Bakayoko nous explique. L'économie circulaire est un nouveau modèle économique, un modèle innovant dont l'objectif est de donner une seconde vie aux déchets, notamment par des méthodes de réemploi, de réparation et de réutilisation des matières premières. Un système que la région Île-de-France, dont Paris est le chef-lieu, veut partager avec le district d'Abidjan. Il s'agit là d'une initiative décisive pour promouvoir une économie juste, durable et pour limiter le gaspillage tout en luttant contre la pollution. Grâce à cette économie circulaire, les déchets ne devraient plus constituer des sources de mal-être, mais des niches d'opportunités. Une approche qui doit partir de la base. Notre grosse conviction, notre forte conviction, c'est que les enfants vont porter le changement dans leur famille, dans les communes et globalement pour transformer nos villes pour que l'économie passe d'une économie linéaire à une économie circulaire.
Avec ses 2 millions de tonnes de déchets annuels, Abidjan est donc un réservoir potentiel d'emploi qui repose sur 4 piliers. Premièrement, l'initiative Ville verte de la FAO. Deuxièmement, la foresterie urbaine pour capter le gaz carbonique. Troisièmement, le système alimentaire. Et quatrièmement, la nutrition qui vise une alimentation de qualité. Le gouvernement, qui a inscrit le développement durable au rang de priorité, se dit disposé à accompagner l'économie circulaire. Il s'agit surtout d'inventer de nouvelles manières de vivre, d'habiter et de se comporter afin de construire un avenir durable et respectueux de l'environnement. Cette nouvelle façon de vivre impose la détermination de chacun de nous à agir vite pour assurer la régénération de la planète Terre. Ces assises d'Abidjan ont vu la participation des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et surtout des 12 nouveaux districts créés. Et nous partons pour Kavala, sous-préfecture de Massala, département de Séguéla. Nous sommes bien dans le canton Tiena qui totalise 13 villages, dont Kavala. Ce village vient de recevoir un autre, Kwadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Il a appelé à la paix et à la cohésion. Le reportage est signé Kwadio Kwame Jean de Dieu. Kavala accueille sur cette terre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan Bertin, pour l'installation de Dosso Aboubakar. Au début, il y a eu des frictions. Après ma désignation, nous nous sommes entendus. Ils sont revenus à la raison. Au nom du préfet de Séguéla, le sous-préfet de Massala a remis l'arrêté de nomination au nouveau chef, non sans l'inviter à être le garant de la cohésion sociale. La présence de Kwadio Konan Bertin à Séguéla pour magnifier la fraternité avec les fils de la région. Séguéla rime dans son passé avec Loseni Ba, le père d'Amadou Soumaoro, fait partie de ces héros qui ont accompagné Houphouët-Boigny dans son œuvre de bâtir une nation une et indivisible. Et le président de la République a placé donc la réconciliation, la cohésion et la paix au centre de l'action gouvernementale. Nous sommes dans la tâche pour traduire donc en actes concrets sa vision, la réconciliation et de la cohésion. Le président du comité d'organisation et le député de la circonscription ont souhaité la construction d'un château d'eau et la construction d'un centre de santé à Kavala. Kwadio Konan Bertin a offert 10 tonnes de ciment pour la construction de l'école du village et connectera Kavala au réseau électrique national avant de quitter le village. Le conseil municipal d'Anyama dote la commune d'un poste de police. Le coût, 70 millions de francs CFA. Ce nouveau poste va accueillir un détachement du groupement mobile d'intervention et de la police nationale qui aura pour mission, bien sûr, de lutter contre la grande criminalité dans la commune d'Anyama. Abou Sanogo. C'est un édifice entièrement financé par la mairie d'Anyama à hauteur de 70 millions de francs CFA. Il va accueillir le détachement du groupement mobile d'intervention de la police nationale, GMI Anyama. Sa mission, appuyer le seul commissariat de police de la circonscription d'Anyama et répondre aux problèmes d'insécurité que rencontre la cité de la Kola. Ça vient à point nommé dans la mesure où véritablement elle apporte une sérénité à la population de savoir qu'il y a véritablement quelque chose qui est là. Nous attendons ça beaucoup. Le banditisme qui est au quartier ici, nous, mais on sait. Quand nous avons fait ça, nous sommes beaucoup contents. Les hommes de l'unité d'intervention mobile ont été invités à être professionnels. Aux populations, la collaboration. Seuls les malfrats, les délinquants sont vos cibles. Travaillez donc avec professionnalisme et dévouement dans la discipline en synergie avec les autres forces déjà présentes à Anyama. Ayez pour credo le respect des droits et de la dignité humaine. Vous devrez être proche de la population en faisant d'elle un partenaire. Je voudrais demander à la vaillante population d'Anyama d'accueillir favorablement ce détachement GMI. Cet ouvrage est l'aboutissement d'un projet initié depuis quelques années par le conseil municipal d'Anyama dans le cadre de sa politique communale relative à la sécurité. Je voudrais remercier le président de la République. Grâce à lui, nous avons pu construire ces bâtiments. Avec tout ce que nous faisons aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix,
S'il n'y a pas la sécurité, rien ne peut marcher. Avec l'arrivée des groupements d'intervention GMI, le banditisme va diminuer beaucoup. Cette unité d'intervention mobile sera dirigée par le commissaire de 2e classe Bakayoko Brahima. L'édifice est bâti sur un espace de 600 mètres carrés et comprend 6 bureaux de commandement, un comptoir d'accueil et de réception, 3 violons et des blocs sanitaires. La tension est toujours vive au Soudan et depuis le coup d'État, des centaines de milliers de manifestants défilent ce samedi dans les rues de Khartoum et dans plus de 70 autres villes du pays. Ils réclament le rétablissement d'un gouvernement dirigé par des civils afin de remettre le pays sur la voie de la démocratie. Après le coup d'État militaire de lundi dernier, à Omdurman, 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Notez qu'au Soudan, le coup d'État militaire a eu lieu lundi dernier et la tension est toujours vive. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On parle cinéma ce samedi et nous retrouvons Madame Diomandé Lisson, directrice du cinéma de Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec plaisir. Moi aussi, effectivement. Alors, merci d'être avec nous. Le FESPACO s'est achevé, je rappelle, le 23 octobre dernier à Ouagadougou avec le sacre du réalisateur somalien Ahmed Kada et le jury a opté pour La femme du fossoyeur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Vous savez, le jury... La compétition est achevée, bon. Donc on peut débriefer aisément. Oui, mais vous savez, le jury, il est souverain. Il y a eu plusieurs jurys et... ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu quand même beaucoup de films, beaucoup d'expériences qui font que le prix est revenu certes à La femme du fossoyeur, mais nous n'avons pas démérité. Nous n'avons pas démérité dans la mesure où il n'y avait pas eu assez de longs métrages et nous avons eu quand même une part de la moisson. Nous avons eu le prix du décor. On va en parler tout à l'heure, la participation ivoirienne. Là, on va s'intéresser d'abord à La femme du fossoyeur. Alors, vous avez déjà regardé ce film? Bon, le film en tant que... Bon, je ne veux pas trop parler du film dans la mesure où... Pas de juger, mais dire ce qui certainement a capté l'attention du jury. Il y a des images, il y a le thème surtout. Le thème était bon, c'est le thème de la quête du bonheur. Avec un monsieur qui a quand même des problèmes avec sa femme qui est malade. Et quand on parle de fossoyeur, on voit les moyens qui sont limités. Il a fallu qu'il vende le troupeau qui est un bien de la famille pour pouvoir subvenir aux soins de sa femme, et malheureusement. Bon. D'accord. Notre envoyé spécial à Ouagadougou, Serge Kolia, résume bien le clap de fin de la 27e édition du FESPACO. Vous y étiez. On va regarder, revivre un peu ensemble et puis on en reparle. Rideau sur la 27e édition du FESPACO. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est tenu du 16 au 23 octobre 2021 avec 239 films projetés. 7 jurys pour évaluer le 7e art africain dans toutes ses composantes. Fiction, long-métrage, documentaire, séries télévisées, courts-métrages, les réalisateurs se sont exprimés, démontrant ainsi la beauté et la diversité du continent. Le Sénégal était le pays invité d'honneur. Le président Macky Sall a rehaussé de sa présence la cérémonie de clôture. Une cérémonie marquée par la victoire de Radar Ahmed, réalisateur somalien, vainqueur de l'Étalon d'or de Yenenga. La Côte d'Ivoire reste loin du podium de ce 27e FESPACO, avec tout de même 3 lots de consolation. 28 ans après l'Étalon d'or remporté par le réalisateur Nyambala avec son film Au nom du Christ, la Côte d'Ivoire continue de courir après un autre sacre au FESPACO. Et un 3e sacre qui n'est pas encore arrivé 10 ans plus tard. Donc dites-nous, Madame Lisson, les cinéastes ivoiriens peinent à s'imposer au FESPACO. Comment l'expliquez-vous? Les cinéastes peinent à s'imposer au FESPACO. Je dis non. Non, on vise l'Étalon d'or. Oui, mais il ne faut pas voir seulement l'étalon. Il ne faut pas voir l'étalon, il faut voir ce qu'on y gagne. Il faut voir ce qu'on y gagne. On y va pour chercher des partenaires. On y va pour nouer on va pour trouver des coproducteurs. On va pour parfaire ses écrits. On va pour suivre des formations.
on va pour faire des pitchs, on va pour trouver du financement. Donc c'est tout ça, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai, l'étalon, il est ce qu'il est, mais il faut voir aussi ce qu'on gagne en retour. Il faut voir ce qu'on gagne en retour. Et qu'est-ce qu'on gagne? Vous avez dit... Oui. Ce qu'on gagne, c'est qu'on est devenu une terre de coproduction. Vous voyez, il y a plusieurs films qui sont coproduits avec des Ivoiriens. Il y a des films qui sont financés par les Ivoiriens. Il y a des films qui sont aussi qui ont été primés. Des films ont été primés qui sont coproduits par des Ivoiriens. Meilleur décor? Non, pas le meilleur décor seulement. Il y a eu le prix de la CEDEAO qui a été remporté par les trois Lascar. Les trois Lascar, c'est vrai, sous le drapeau burkinabé, mais une coproduction Côte d'Ivoire-Burkina, financée par le CLAP ACP FONSIC. D'accord. Alors, j'ai envie de reposer encore la question. Après Cramo en 81, Au nom du Christ de Nyambala en 93, en 2011, on a eu un étalon de bronze. On veut peut-être encore un autre étalon d'or, vous l'avez dit. C'est quand même l'objectif visé. C'était votre objectif en partant. Ça va venir. Ça va venir parce que le paysage quand même est incitatif. D'accord. Le paysage est incitatif. Nous avons déjà le côté administratif. Il y a un volet administratif qui est tenu par la direction. Il y a, en 2011, le FONSIC est rentré en production. Le FONSIC donne aussi de l'argent. Il y a aussi le côté juridique. Nous avons des textes qui permettent aux réalisateurs des autres pays de venir s'associer avec les nôtres. D'accord. Alors, depuis quelques années, vous avez fait aussi cette remarque, j'imagine, les réalisateurs produisent plus de séries télévisées et moins de fiction long métrage. Pourtant, on le sait, les fictions sont plus cotées dans les festivals et même dans les salles de cinéma. Comment vous expliquez cela? Pourquoi le choix de ces réalisateurs? Le cinéma coûte cher. Le cinéma coûte cher. C'est vrai, nous avons un fonds, mais un fonds qui n'est pas assez bien pourvu. Et je profite pour saluer quand même le dynamisme de la ministre, notre ministre Alette Badou-Nguessan, qui a pu faire signer les textes et les décrets d'application de nos textes. Et à partir de là, quand même, la cagnotte va prendre quand même un peu plus d'ampleur. Donc c'est juste un problème de financement? Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a le financement. L'écosystème est quand même assez bien ficelé. L'écosystème, il y a un écosystème que nous essayons quand même de mettre à la faveur de nos producteurs. L'écosystème est bien dans la mesure où les textes déjà sont là, qui vont permettre à nos réalisateurs d'avoir des fonds. Bon, le public est là. Bon, il y a un manque de salles, c'est vrai, mais depuis un moment, quand même, il y a une politique pour la réouverture des salles qui vont commencer. Il y a un partenariat public-privé, déjà qui se dessine. Dans quelques temps, vous allez voir la salle du Capitole, la salle mythique du Capitole sera le premier. C'est le projet pilote. Et nous allons essayer d'ouvrir des salles dans d'autres régions. Bon, et puis, nous essayons aussi d'ouvrir des écoles de formation. La première chose, c'est la formation. La professionnalisation commence par la formation. Il y a la structuration. Et déjà, à partir de là, si nous formons aussi des gens pour la diffusion, nous avons des médias pour diffuser. Donc, et voilà. La formation, mis sur la formation. Nous tablons sur la formation. Après la formation, il y a la production et la diffusion. Après la diffusion, il y a le public. Avec les partenariats, avec ce que nous avons signé comme partenariat avec d'autres États, ça va agrandir le champ. Et ça permettra à nos réalisateurs et nos producteurs de rentrer dans leur fonds. Est-ce que oui, de rentrer dans leur fonds, mais est-ce que ce n'est pas aussi le but ou bien le désir d'avoir plus et vite qui amène les cinéastes vers les séries? Avec la signature de nos décrets, le statut de l'artiste est reconnu. Une fois que son statut est reconnu, après, il y a le barème qui va être homologué. Et après le barème, il y a aussi, avec le registre public, qui va permettre de renflouer les caisses. Et plus ils auront de l'argent pour produire, plus ils auront confiance en eux, et plus ça ira. Et ils produiront donc des longs métrages. Alors, il existe au niveau du ministère, vous l'avez dit, le FONSIC, qui est le Fonds de soutien à l'industrie du cinéma. Dites-nous, si on est intéressé, on veut produire un film, qui peut en bénéficier? Quelles sont surtout les conditions? Il y a des critères. Il y a des critères, il faut avoir déjà produit. Il faut être professionnel dans le métier. Il y a toute une panoplie. Il y a toute une panoplie de critères. Il y a beaucoup de cinéastes déjà. Au moins, donnez-nous une idée. Et à partir du moment où ce fonds-là maintenant est rentré, est devenu plus grand, avec le lien que nous avons fait avec le fonds ACP, le fonds ACP avec l'Union européenne et en partenariat avec l'OIF, ça nous permet d'élargir plus notre assiette. Donc, nous avons eu déjà à produire près de 10 films. À partir de cet instant-là, 10 films, et nous avons pour l'année, nous voulons produire 17 films pour l'année. Il y a des séries, des longs métrages et des documentaires. Et ça nous permet, avec ce qu'on leur donne, de finaliser
leur production. On n'a pas dit pour commencer, c'est pour terminer les productions. Donc, ça permet d'avoir d'autres pays. Nous avons le Gabon, nous avons la Guinée, nous avons le Sénégal, nous avons le Mali. Et comme le fonds déjà donnait de l'argent à d'autres pays, on n'était pas seulement autarcique, on donnait à d'autres pays. C'est ce qui nous a permis aussi d'avoir le projet ACP en Côte d'Ivoire. Donc, le fonds donne pour un tiers et les ACP, l'Union européenne, les deux tiers. Donc, voilà. Alors, précisément, dites-nous, vous, en tant que directrice du cinéma de Côte d'Ivoire, quelle est votre politique? Quelle est la politique que vous mettez sur place pour favoriser la production de véritables fictions, longs métrages dans notre pays? Vous savez, il y a des écoles de formation. Déjà, au sein de l'INSAC, nous avons des écoles. Et nous avons aussi des partenariats avec d'autres écoles dans d'autres pays qui nous permettent de former nos réalisateurs. Le problème se situe à quel niveau? On se plaignait du manque de financement. Et je salue ici. Le fonds SIC. Non, pas surtout le fonds SIC. On va pas revenir sur le fonds SIC. Je ne parle pas du fonds SIC. Je parle du Premier ministre déjà qui a reçu les professionnels du cinéma. Et on sait que la politique déjà est à notre faveur, puisque ce sont les premiers qui ont eu à recevoir. Et à partir du moment où le fonds va augmenter, donc on salue déjà cela. D'accord, une promesse. Et ça va donner du courage à nos réalisateurs, à nos producteurs de se lancer dans le lot. Et vous voyez, même au niveau de l'Afrique ici, quand un film se joue, ou bien on voit un acteur ivoirien, ou bien on voit un technicien ivoirien. Donc on peut espérer revivre l'époque des Henri Dupac, des Timothée Bassori, des Nyuambala, des Désiré Carré et autres grands noms du 7e art ivoirien. On dit qu'on s'assoit sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle. Nous comptons sur les anciens pour nous aider à former les jeunes. C'est normal. Et vous y travaillez. Nous sommes en train d'ouvrir des centres intégrés. Et il y a un grand espace au niveau de Jacquesville qui va être... c'est comment on l'appelle, une cité du cinéma. Une cité du cinéma que nous allons faire. Le producteur ou bien le réalisateur viendra seulement avec son idée et il sortira avec un grand film. Nous allons faire, à l'exemple de ceux de l'Inde, les studios cinéma de l'Inde, à l'exemple du Maroc. Voilà. Nous allons ouvrir notre grande... Merci beaucoup, Madame Diomandé Lisson. Je rappelle que vous êtes la directrice du cinéma de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Oui, mais je tiens à vous dire que le cinéma est bien en entier ici. Ne vous inquiétez pas. Et donc, on espère avoir notre étalon d'or, parce que moi, je tiens à ce qu'on ait notre étalon d'or à la 28e édition. C'est une belle ambition que vous partagez, bien sûr. L'ambition est partagée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Merci au président de la République, merci à Madame la ministre, merci à tous ceux qui nous aident à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, on va conclure le journal ensemble. Clap donc de fin du 27e FESPACO. On prépare déjà la 28e édition et la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Le cinéma ivoirien écrit ses lettres de noblesse avec ses jeunes acteurs plus que jamais déterminés à faire revivre le 7e art pour le bonheur des cinéphiles. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h avec le même plaisir. Merci.